Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéoconférence consacrée à l'histoire de l'art. Alors aujourd'hui, une œuvre à la loupe, Le tricheur à l'as de carreau par Georges de la Tour. Je vais en effet vous parler de ce magnifique tableau, huile sur toile, qu'on peut voir, en tout cas admirer même au musée du Louvre, et qui est sans conteste un des chefs-d'œuvre de la peinture française du XVIIe siècle. Alors quelques mots d'abord sur Georges de la Tour, son auteur. Peintre français donc du XVIIe siècle, puisque mort pile au milieu du XVIIe siècle, en 1652. Mais on ne devrait pas dire peut-être peintre français, mais simplement peintre lorrain, puisque la Lorraine ne fait pas encore partie du royaume de France à cette époque. C'est un duché indépendant, d'ailleurs plutôt tourné vers l'Autriche que vers la France, contre laquelle d'ailleurs elle est en guerre. Donc le parcours et la formation de Georges de la Tour restent mal connus. Il est issu d'une famille d'artisans, petits propriétaires terriens, mais il va passer à la noblesse, si je puis dire, grâce au lien du mariage. Donc vous voyez une ascension sociale assez importante. En 1619, il s'installe à Lunéville, et fréquente la cour du duc Henri II, donc dans ce château de Lunéville. Le château de Lunéville, on l'appelle le Versailles lorrain, n'est-ce pas? Et la tour va devenir un des habitants les plus riches de Lunéville. Il va recevoir de nombreuses commandes du duc au premier chef, mais de l'aristocratie et de la bourgeoisie locale. Mais la tour, notons-le quand même, demeure toute sa vie un roturier. C'est seulement son fils qui, après sa mort, va gagner ses lettres de noblesse. Bien, alors la guerre de 30 ans, qui est une de ces tristes et malheureuses guerres qui ensanglantent l'Europe à cette époque, guerre de religion, bien évidemment. La guerre de 30 ans va se propager en Lorraine du temps de Lorrain, du temps de la Tour, pardon, et Lunéville est incendié et le peintre va devoir se réfugier à Nancy, non loin de Lunéville, et il ira même à Paris où il sera protégé par Louis XIII, et il ne reviendra chez lui qu'en 1641. D'ailleurs, il est assez probable, même il est certain, que une grande partie de l'œuvre de la jeunesse de la tour est disparue dans les pillages, dans les incendies qui ravagent la région pendant cette guerre. Georges de la Tour meurt le 30 janvier 1652. Je donne cette date avec précision parce qu'il se trouve que sa femme, elle, était emportée le 15 janvier 1652 et son valet l'était le 22 janvier, donc de cette même année. Et donc on pense à une épidémie. Et qui dit épidémie à cette époque dit peste. Cette peste qui s'est abattue sur l'Europe en plusieurs vagues au XVIIe siècle. Mais quand on y regarde de près, la date de 1652, en fait, ne correspond pas vraiment à un accès de pandémie en Lorraine. Lorraine qui fut durement touchée, puisque 60% de la population périssait à cause de la peste. Voilà, on n'en sait pas plus. En tout cas, je n'en sais pas plus, mais ça méritait d'être signalé. Alors, triste histoire, c'est-à-dire qu'après le décès de Georges de la Tour, en fait, son souvenir se perd. Alors, on connaît toujours ces tableaux sont toujours admirés, mais en fait, on ne sait plus qui les a peints, on les attribue par erreur à d'autres. En fait, plus personne ne sait qui est la tour et il va falloir attendre le début du XXe siècle quasiment pour le redécouvrir. Et notamment le grand public va redécouvrir Georges de la Tour grâce à la fameuse exposition sur les peintres de la réalité en France au XVIIe siècle qui s'est tenue au musée de l'Orangerie en 1934. Là, on expose 13 des tableaux de la Tour et ça va donc le remettre en lumière. Et surtout, ça va permettre aux spécialistes de le restituer à Georges de la Tour à la place qu'il méritait, la place qui lui est due, parmi les grands maîtres de la peinture française. À partir de cette date, les travaux sur Georges de la Tour vont se multiplier. On a aujourd'hui authentifié, je crois, une quarantaine de toiles du maître, mais il en a certainement peint 10 fois plus. Simplement, tout cela est irrémédiablement perdu désormais.
Alors l'œuvre de Latour se caractérise par un intérêt pour la figure humaine, qui est généralement représentée dans des lieux vides, sans décor ou avec très peu de décor, ainsi que par une tendresse. Alors je mets des guillemets, car certains éléments biographiques contredisent cette idée, par une tendresse en tout cas apparente pour les humbles, les paysans, les filles de joie, les artisans, les musiciens, les soldats comme ici, les bohémiens, etc. Et tout cela baignant souvent dans une pénombre très caractéristique et empreint d'une profonde spiritualité. D'ailleurs, certains tableaux sont sans doute des œuvres religieuses, mais on n'en est pas bien sûr en fait, hein. Donc on va revenir à notre tableau, mais qui dénote, il faut le dire, un petit peu par rapport à la production commune, notamment par son sujet, mais aussi parce qu'il s'agit d'une scène diurne, hein, une scène de jour, ce n'est pas la seule scène diurne, hein, les scènes diurnes sont caractéristiques de la première période de Georges de la Tour. Alors regardons le sujet. On a là 4 personnages, 3 joueurs de cartes attablés et une servante à l'arrière-plan, mais on va voir dans un instant qu'en fait la servante est aussi de la partie. Si on considère l'argent là qu'il y a sur la table, il joue probablement à la prime, qui est une sorte de poker, en tout cas d'ancêtre du poker, très en vogue en Europe à cette époque, et qui consistait, si j'ai bien compris les règles, qui consistait à réunir 4 cartes de même couleur ou de couleurs différentes, c'est selon. Et là donc difficile si vous voulez de savoir où se déroule la scène. A priori on est dans un tripot, hein, au sens ancien, c'est-à-dire une salle de jeu. Mais vous voyez que les beaux vêtements des protagonistes, la nappe de velours sur la table, tout cela peut aussi laisser penser à un salon bourgeois avec une ambiance quand même assez feutrée. Et néanmoins, cette idée de salon bourgeois est contredite également par l'absence de dossier des sièges, qui nous suggère que les personnages sont assis soit sur des bancs, soit sur des tabourets. Et donc, ça renvoie à l'idée d'un lieu populaire, hein, genre taverne. Donc, vous voyez, c'est un petit peu paradoxal, un petit peu déconcertant, contradictoire. Et comme presque toujours chez Latour, puisqu'il n'y a pas de décor, eh bien, rien ne nous permet de nous déterminer. C'est-à-dire que le lieu, vous voyez, semble plongé dans l'obscurité, hein, puisque le fond est noir, on n'y perçoit absolument rien. Et malgré d'ailleurs cette obscurité, la scène est très fortement éclairée par la lumière du jour, sans doute provenant d'une fenêtre haute, hein, si on en juge à la direction, et non pas d'un projecteur de théâtre, hein, on est bien avant l'invention de la lumière, enfin de l'électricité, pardon. En tout cas, c'est très étrange et pour tout dire assez inexplicable. Donc, vous voyez, on peut faire une première remarque. On a là un espace bizarre, paradoxal, profondément paradoxal, trop éclairé pour être un tripot, hein, clairement, trop sombre et trop sobre pour être un salon bourgeois, trop épuré pour être vrai, disons-le, et il y a donc un sentiment d'artificialité, un sentiment de mise en scène, malgré cela un hyperréalisme saisissant. Alors, on va rester sur la composition là un instant, mais je voudrais montrer, enfin pointer du doigt, on va dire, un procédé de mise en scène assez classique à cette époque, qui consiste, alors comment dire, à intégrer, vous voyez, intégrer le spectateur au tableau, hein, ou en tout cas faire en sorte d'abolir, du moins d'assouplir la frontière entre ce qu'on appelle l'espace de la représentation, c'est-à-dire l'espace, enfin, entre la scène représentée sur la toile et notre espace à nous réel de spectateur. Donc c'est pour ça qu'on cherche à faire des cadrages serrés, vous voyez, donc qui créent un sentiment de grande proximité, de présence tangible. Certains même ajoutent des effets de trompe-l'œil, hein, comme si l'espace du tableau débordait, sortait de la toile. Et ici, il y a alors voilà, le procédé qu'a choisi Latour, il ne l'a pas inventé, mais c'est très bien fait. En fait, il ménage, si je puis dire, une place réservée aux spectateurs, là, voilà, devant, comme pour nous inviter à rejoindre la partie. Enfin, pour nous donner l'illusion, en tout cas, qu'on
qu'on est là sur la table avec les autres, hein. Et donc, vous voyez, c'est ce double effet de réalisme et d'artificialité, ce double effet de proximité et de distance qui crée cette tension particulière qui fait de ce tableau une œuvre quand même très, très singulière et tout à fait réussie. Alors regardons cela un petit peu en détail maintenant. Le personnage de gauche, là ici, qui a donné donc son nom au tableau, le tricheur à l'as de carreau, est en train, voilà, de tricher. Vous voyez que dans son dos, il a caché des cartes et mine de rien, il prend un air détaché. Bon, c'est peut-être un petit peu théâtral, c'est pas forcément un bon comédien si c'est un bon tricheur. Il s'apprête donc à substituer frauduleusement une de ses cartes qu'il avait dans la main contre un as de carreau. Alors le thème du jeu de cartes, enfin même le thème de la triche aux cartes, hein, c'est pas Latour qui l'a inventé, c'est assez fréquent dans la peinture de genre à cette époque. L'initiateur, l'inventeur même en est, je crois, le Caravage. Alors cet homme est en train de tricher, je disais. Et donc, alors regardons la servante. On en a parlé tout à l'heure, vous savez, la servante, par définition, elle va et vient autour de la table, et donc elle ne peut pas ignorer que l'homme à gauche est en train de tricher, hein. Et donc, vous voyez, avec ses airs de conspiratrice, avec sa bouche fermée, son œil aux aguets, comme ça, elle profite de servir un verre de vin à la jeune femme, là, sur le côté, la voici, pour l'avertir, on imagine par quelques signes convenus, de la manœuvre en cours, hein. Alors justement, cette jeune femme, elle a un physique déjà, alors notons-le, un physique assez improbable. D'abord, elle a une tête, un visage en forme d'œuf d'autruche, hein. Alors, ce qui est amusant et sans doute volontaire de la part de Latour, c'est qu'elle a donc cette tête en forme d'œuf d'autruche, mais elle est aussi coiffée d'une toque ornée d'une plume d'autruche. Donc, sans doute, un petit clin d'œil ou volonté de caricature, de volonté de faire rire les spectateurs. Et donc cette jeune femme, elle a des vêtements, des beaux vêtements, mais elle a aussi des parures, vous voyez, des bracelets à chaque poignet, un collier, des boucles d'oreilles. Alors tout ça est très connoté, hein, à l'époque. Donc elle a un décolleté quand même bien ouvert. Elle a une attitude, on va dire, relâchée, hein. Tout cela, en fait, la désigne comme une courtisane, hein, c'est-à-dire une femme de petite vertu qui fait commerce de ses charmes. Là aussi, c'est un thème assez fréquent dans la peinture, notamment des écoles du Nord à cette époque, hein. On compte par dizaines, sans doute, les tableaux qui représentent, par exemple, une entremetteuse qui met en relation une prostituée avec un client. Donc, restons sur cette demi-mondaine, appelons-la comme ça, hein, cette courtisane. Visiblement, elle n'est pas dupe de ce qui se passe, hein. Elle ne marque pas de surprise, de déconvenue, peut-être éventuellement j'allais dire, enfin pas d'inquiétude, en tout cas une certaine fébrilité peut-être, je sais pas. Mais elle esquisse néanmoins, il y a beaucoup de self-control, elle esquisse un petit sourire en coin, un air de connivence, hein, et on comprend pourquoi. Je pense que le mot-clé, en effet, c'est connivence. On comprend pourquoi. En fait, ces trois-là, le bellâtre à gauche, la servante et la demi-mondaine, là, sont deux mèches pour tricher. En fait, tous les unis, vous voyez, leur proximité physique, hein, ils forment un groupe compact, hein. Leurs mains qui sont quasi superposées vers le centre du tableau, leur regard et bien sûr ce magnifique triangle que forme leur visage. Ces trois-là sont nettement complices. Et qui dit complice dit victime, et bien évidemment, la victime, le dindon de la farce, c'est lui là, c'est lui qui va se faire plumer, le jeune homme, assis à l'autre bout de la table tout seul. Alors, pareil, hein, comme pour la courtisane avec son physique de poule un peu vulgaire, Latour n'est pas tendre avec le Godelureau là, hein. Il a des traits mous, des joues tombantes, un air niais. Il se tient bien droit, guindé, pomponné, un vraisemblable panoplie, je sais pas, aristocratique, on pourrait dire, enfin de satin, de brocart, de soie, de fil d'or, de ruban. On le devine parfumé, on le devine manucuré, apprêté, enfin bref, parfaitement ridicule. C'est le pigeon par excellence, hein, le bec jaune, comme on disait jadis, c'est-à-dire
pas un homme, hein, certainement pas un homme, peut-être même pas un jeune homme, mais plutôt un adolescent qui se donne des airs de grande personne. Il ne connaît rien à la vie, il ne voit pas le mal, c'est une proie facile, voilà, pour les trois filous qui vont avoir tout fait de le plumer en règle. Alors voilà donc le sujet de ce tableau. Donc une scène de genre, vous voyez, c'est tout à fait plaisant, tout à fait agréable à regarder. Néanmoins, si on en reste à cette lecture au premier degré, on risque de passer à côté d'un message. Alors le mot est sans doute un peu fort, en tout cas, on risque de passer à côté d'autres dimensions de ce tableau dont je voudrais vous parler maintenant. D'abord, il est possible, il est même très probable selon moi, que ce tableau soit indirectement une illustration de la théorie hippocratique des tempéraments. Alors là, vous allez dire, ouh là là, qu'est-ce que c'est savant ça? Bon, vous allez voir, c'est pas très compliqué. En fait, selon les médecins de l'époque, hein, à l'époque de la Tour, les individus pouvaient être classés en 4 types, on va dire, psychophysiologiques associés aux 4 éléments, c'est-à-dire l'eau, la terre, l'air et le feu, humide, sec, froid et chaud, et ainsi qu'aux 4 humeurs, le sang, la bile noire, la bile jaune et le flegme. Et donc en fonction de la répartition de ces éléments dans le corps humain, en fonction de l'équilibre qu'on trouve dans le corps humain entre ces 4 éléments, on obtient 4 grands profils, le sanguin, le mélancolique, le colérique et, alors on disait le flegmatique, on dirait plutôt aujourd'hui le lymphatique. Donc voilà une gravure qui en témoigne. Voici les 4 tempéraments. Alors, donc le sanguin, le colérique, c'est-à-dire le nerveux, le mélancolique et le flegmatique ou lymphatique, le mou quoi, hein, d'accord? Donc tous ces tempéraments sont représentés ici dans un même personnage hybride et androgyne. Et donc c'est une théorie très en vogue, je disais, dans la médecine européenne tout au long, depuis l'Antiquité bien sûr, hein, mais tout au long du Moyen Âge, de la Renaissance et donc des siècles modernes, les siècles de la Tour. Et ça a eu, excusez-moi, ça a eu une grande influence dans les arts, et ça a inspiré notamment, je vous montre quelques exemples depuis le Moyen-Âge, ça a inspiré une iconographie assez foisonnante, où les types d'humeur, en fait, les 4 types d'humeur sont incarnés par 4 personnages qui ont des activités, qui ont des physiques surtout bien caractérisées. Or, le tableau de la Tour, avec ses 4 personnages si bien typés, pourrait en effet illustrer cette antique théorie des 4 éléments, hein, c'est-à-dire que le tricheur à gauche, eh bien, ce serait le sanguin, hein. La servante avec ses lèvres pincées, son regard sévère, ce serait la colérique. La courtisane assise à la table, avec un petit peu, on parlait tout à l'heure d'anxiété, ce serait en fait la, la mélancolique. Et le bonnet à droite, bien sûr, avec ses traits épais et mous, c'est le flegmatique, hein, ou encore le lymphatique, hein, de caractère faible et indolent. Voilà ce à quoi pourrait faire allusion, ce tableau de la Tour. Mais il y a aussi une autre interprétation possible, qui est aussi assez surprenante. En fait, il pourrait aussi s'agir d'une scène biblique. Alors c'est là aussi, on dit quel rapport entre la Bible et ce tableau? Je vais vous expliquer. En fait, ça pourrait représenter la parabole du fils prodigue. Cette histoire du fils prodigue se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, si vous voulez tout savoir. C'est l'histoire d'un jeune homme qui réclame à son père sa part d'héritage et qui part la dilapider en ville, dans une vie de débauche, hein. Mais ce qui doit arriver arrive, c'est-à-dire qu'il finit par se trouver sans le sou et il aspire à retourner chez lui. Mais il craint la colère du père. Or, le père, contre toute attente, lui fait bon accueil. Il organise même un banquet en son honneur. D'ailleurs, aux grandes dames du frère aîné, qui lui a gardé son argent, n'a rien dépensé, a bien travaillé, a obéi aux ordres paternels. Et lui, il n'a pas le droit à un banquet. Il s'en émeut. Et son père lui dit, mais ton frère, et je cite l'évangile, là, est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et tout ça pour dire, bien évidemment, la bonté ineffable de Dieu qui pardonne tout, absolument tout à ses enfants, même aux plus pécheurs d'entre eux, pour peu qu'ils viennent à repentance.
Alors cette histoire du fils prodigue a souvent été traitée par les peintres, en général, comme dans ce beau tableau de Rembrandt. On s'intéresse, enfin les peintres s'intéressent à l'épisode du retour qui est symboliquement, très fort, spirituellement très fort également, hein. Vous voyez lorsque le fils revient, s'agenouille et son père lui pardonne, hein. Mais parfois, à partir du XVIIe siècle, notamment chez les Flamands, le même sujet est traité, en bobochade, hein, c'est-à-dire en scène de beuverie, ou de débauche. En fait, c'est l'épisode, de la perdition, hein, de la vie de débauche que mène, le fils prodigue avant de rentrer chez lui, la queue entre les pattes. Alors c'est vrai, j'admets, la spiritualité n'y trouve peut-être pas, son compte, hein, mais ces scènes, là ici, traitées par Honthorst, ces scènes ont l'avantage d'offrir un pittoresque assez réjouissant et de renouveler une iconographie qui était quand même peut-être un petit peu compassée. Alors vous voyez, donc voilà ce que pourrait représenter le tableau de la tour. Euh, donc le fils prodigue en train de dilapider sa fortune et en train de se faire plumer en bonne et due forme, par ces gens de mauvaise compagnie qu'il s'est mis à fréquenter plutôt que d'être resté chez lui, chez son père. Et donc vous voyez ce tableau qui était a priori une scène de genre, en fait se révèle plus complexe, en tout cas plus profond qu'on aurait pu le croire de prime abord, car il renverrait, soit à la psychologie avec les quatre tempéraments, soit à une sorte de morale chrétienne avec la parabole du fils prodigue, soit d'ailleurs aux deux, hein, puisque une grille de lecture n'exclut pas l'autre, hein, bien évidemment. Et d'ailleurs, et Deschamps finit avec ça, c'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît, un chef-d'œuvre, hein, c'est à sa multiplicité d'aspects, hein, à cette capacité, à cette facilité à ouvrir des chemins différents dans l'esprit et le cœur des gens, et ne pas rester comme ça univoque, fixé, figé, monolithique, et à toujours interpeller et à permettre à chacun d'entre nous d'y trouver ce qu'il veut bien y trouver en fonction de son parcours personnel. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.